Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va s'intéresser à la balle. Donc comme à chaque fois, avant de rentrer dans le code, de voir ce qu'il faut programmer, donc quelles sont les étapes, quelles sont les fonctions dont on aura besoin, il faut analyser. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit dessin et voir quelles sont les étapes que doit remplir la balle. Alors, je fais un petit dessin ici. Donc vous avez ici le paddle, donc la raquette. Celle-ci va se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite de manière horizontale. Et bien au démarrage du jeu, votre balle est verrouillée au paddle. D'accord? Donc on est locked. Donc le premier état que possède la balle, le state si vous voulez de la balle, c'est un état locked. La balle va suivre de façon spécifique le paddle. Donc si le paddle se déplace vers la gauche, la balle le suit. Et si le paddle va vers la droite, la balle le suit également. Ensuite, pour que la balle puisse partir de la raquette, vous allez faire une action. Donc par exemple, appuyer sur la touche espace. C'est la plus grosse touche, c'est la plus facile à atteindre. Donc quand vous avez appuyé sur la touche espace, eh bien votre balle va se mouvoir. Donc elle va passer dans un autre état, dans l'état moving. Donc résumons, donc la balle a pour l'instant deux états. Un état au démarrage qui est de façon locked, verrouillé, et un état de liberté. Donc la balle se déplace de façon un peu aléatoire, selon des directions linéaires. Donc on est passé dans un état de locked à un état de moving en faisant l'action de la barre espace. Donc de fait, maintenant la balle va se déplacer dans votre aire de jeu, elle va venir cogner les murs, elle va se déplacer, elle va venir rencontrer ici des petits blocs qui vont annuler. Et si par malheur, votre balle malheureusement arrive ici au niveau bas de votre fenêtre, et bien là vous perdez un point de vie. D'accord? Et votre balle repasse dans un état de locked. Donc elle revient au point de départ. Donc elle revient ici sur le paddle. Elle passe en état de locked. Et de même, si vous tapez ici le mur en bas à gauche, eh bien vous repassez dans un état de locked. Donc en analysant la chose, on voit quoi? Eh bien la balle peut se déplacer selon les axes X et Y. D'accord? Elle va rencontrer des blocs, elle va rencontrer le paddle, elle va rencontrer des murs. Et en début de partie, la balle est verrouillée au paddle, donc elle est dans un état locked. Vous appuyez sur la touche espace, vous libérez la balle, donc la balle part vers le haut, elle se mouvoie, donc elle cogne sur les murs, elle change de direction, elle change de vitesse, et le but et le propos, c'est de maintenir la raquette en horizontale, donc en direction X, Y, pour faire rebondir la balle vers le haut, et éviter que la balle vienne en collision avec le bas de votre fenêtre, ce qui la ferait passer dans un état de locked, encore une fois, tout en perdant un point de vie. Donc voilà ce qu'on doit programmer. Et bien maintenant, vu qu'on a bien analysé la chose, on sait quelles sont les étapes que doit accomplir la balle, on est capable maintenant, uniquement maintenant, de rentrer dans le code. Donc rentrons dans le code, donc on va mettre ça en icône basse. Voilà, donc on va créer une classe. On va créer donc un objet futur qui s'appellera ball. Cet objet futur vient et dérivera de entité. Le souci, c'est que, reprenons la chose ici. Le souci, c'est quand on va programmer, il faut qu'on connaisse la position du paddle. D'accord? Donc le paddle a une position en XY et au démarrage, comme la balle doit suivre le paddle, il faut que la balle connaisse la position du paddle. Ça me semble un peu logique. Alors il y a plusieurs façons d'y arriver. On pourrait par exemple dans la fonction update de la balle, lui passer la position X et Y du paddle. Ainsi, la balle sait où est le paddle, elle est capable donc de se verrouiller sur ce paddle. Mais ensuite, il faudra également détecter la position du paddle pour les futurs rebonds sur la raquette. Donc il faudra connaître la position du paddle, connaître la position de la balle, mais elle le connaît parce que c'est sa propre position. Et voir s'il y a collision entre la balle et le paddle pour ensuite créer des rebonds. Donc on pourrait tout à fait, ce qui semble logique, de rentrer dans la fonction update, donc la fonction qui permet de mettre à jour les mouvements de la balle, de lui passer en argument la position X, la position Y du paddle. Alors il y a une autre façon plus élégante à faire. On pourrait faire ceci, mais il y a une autre façon. En C, il y a les pointeurs. Je ne sais pas, ça vous a fait peut-être un peu peur quand vous avez programmé en C, donc il y a un pointeur qu'on pourrait récupérer l'adresse du paddle. Si la balle possède l'adresse du paddle, de fait, il connaît le paddle. Et donc, il connaît où est le paddle en X et en Y. Eh bien, en JavaScript, il n'y a pas de pointeur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de pointeur, il y a des références. Et si on passait à la balle la référence du paddle. Donc la référence, c'est quoi? C'est une sorte d'adresse. En fait, on va passer à la balle l'adresse du paddle. Et connaissant l'adresse du paddle, il connaît le paddle de fait. Donc la balle
sera intimement lié au paddle à partir de son adresse. Donc, dans le constructeur de la balle, on va lui passer le paddle. Donc, il faudra, à la création de la balle, avoir d'abord créé le paddle. D'accord? Donc, regardez dans le code. Donc, on va construire l'objet balle. D'accord? Donc, ici, vous avez classe. Donc, ici, les amis, vous avez classe, ball, extends, entity. Donc, la balle va de notre objet entity qui se situe dans la GameEngine.js. Dans le constructeur, vous voyez ici dans le constructeur, on va lui passer le paddle. Donc, on va lui passer en référence, on va lui passer globalement, si vous voulez, l'adresse du paddle. On va ensuite créer la balle au niveau entité. Donc, vous vous souvenez, hein, l'objet paire de balles doit avoir la position X, la position Y et l'image du paddle. Donc, il nous faudra la texture du paddle. Donc, pour ça, en sketch.js, comme la dernière fois, on va ici, ne vous inquiétez pas, ça sera pour tout à l'heure, on va ici créer la texture de la balle. Alors, comment faire ceci? Vous vous souvenez, on avait créé un objet littéral qui s'appelle getTextures, et on lui passe la clé. Donc on lui passe une clé, donc ici j'ai mis ball, et on va charger l'image dans le load image, on lui donne l'adresse, enfin le chemin pour atteindre le ball.png. Donc dans les assets, ici dans les images, vous avez une image qui s'appelle, ici, ball.png, d'accord, c'est une balle. Donc comme on a fait précédemment pour le paddle, on va créer ici une image, on va créer, pas une image, on va créer dans la getTexture une image tout à fait, qu'on lui passera en argument. Le load image, on lui passe l'adresse assets image ball.png. Et on lui donne pour clé tout simplement ball. Donc j'ai à demeure dans ma fonction preload déjà en mémoire l'image de la petite balle. Donc je reviens ici dans actors. Donc ici je définis, donc pour l'instant, si je ne fais rien, la balle sera au milieu de l'écran, il sera en canvas largeur divisé par 2, canvas hauteur divisé par 2, et je prends l'image que j'ai mis en mémoire dans sketch.js. Eh bien, ce paddle que je reçois ici en argument, d'accord, il est passé pour l'instant en local. Je vais tout de suite le mettre dans une mémoire, hein, dans une case mémoire que utilisera ensuite le ball. Donc je fais 10.paddle égale paddle. Donc le paddle que je reçois ici, en référence, je le mets dans ma propre référence dans la balle. Donc maintenant, grâce à 10.paddle, j'ai accès au paddle qu'on me passera en argument. La balle va se déplacer. Il y aura des vitesses min et des vitesses max. Donc au lieu de coder en dur 150 et 200 pixels, j'ai créé deux variables que contiennent ball, qui sont 10.speedmin, donc la vitesse minimum, et la vitesse maximum. Donc à chaque rebond sur le mur, sur le bloc, on va changer la vitesse de la balle pour rendre les choses un peu plus sympathiques, disons. En tout cas, j'ai donc donné ici deux vitesses, deux modules de vitesse, hein, si vous spécifiez. Donc deux vitesses min et max, 150, 200. Pour l'instant, la balle ne bouge pas, donc je lui donne une vitesse en X de 0. La boule ou la balle ne bouge pas en Y, donc dy vaut 0. Donc je spécifie la vitesse en X, la vitesse en Y. Je vous rappelle que ces deux paramètres sont obtenus par héritage de entity. Donc pour l'instant, la boule, si on ne fait rien, la balle est au milieu de l'écran, avec un dessin donné par ball.png avec aucune vitesse en X, donc elle est immobile. Et tout de suite après, les amis, je spécifie son état, donc son 10.state, son état, à locate. On aura deux états, soit locate, donc verrouillé, soit moving, et ben là tu bouges et tu vas taper les copines. D'accord? Donc ça on en parle un petit peu après si on a besoin. Alors, également, je me suis créé des petites fonctions, d'accord? Des petites fonctions pour donner une nouvelle vitesse en X. Donc je l'appelais set new speedx. Donc ce que je fais, je lui dis que la vitesse en X, c'est quoi? C'est en random, donc je lui dis de façon aléatoire, et bien va prendre dans un panel de speedmin, speedmax, une valeur pour dx. Voilà, tout simplement. Donc je lui donne une vitesse en X, une nouvelle vitesse en Y. Donc je fais 10.dy, donc la vitesse en Y, c'est un random, aléatoire. Donc random, c'est des fonctions données par P5JS. Et va prendre entre le min et le max une valeur spécifique pour la vitesse en Y. Quand la balle va rebondir sur un bloc ou sur le mur, on va changer la direction. On va la faire, donc si elle est vers le haut, on va la faire descendre maintenant. Eh bien, j'ai créé également deux fonctions qui sont set, reverse, speed x, donc change, retourne la vitesse en x, hein, et ici retourne la vitesse en y. Alors, comment ça se passe? Donc, prenons le cas du x. Imaginons que la bille ou la balle ou le bloc est en train de monter. Il rencontre le mur. Donc, la vitesse
en x et y sont donnés. Donc imaginons, donc ici dans les variables locales let dir, je mets en mémoire locale la direction actuelle. Donc si la vitesse est positive, ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce que la balle se déplace vers la gauche ou vers la droite? Est-ce que la balle est plutôt vers le haut ou vers le bas? Donc je mémorise l'état, le signe de la vitesse. Donc soit il est positif, en x, donc il se déplace vers la droite, soit la vitesse est négative, il se déplace donc vers le haut, d'accord, en y. Tout de suite après, je vais changer la vitesse, donc grâce à mes fonctions qui sont au-dessus. Donc pour appeler des fonctions, les amis, on ne fait pas comme ceci, hein. On ne fait pas set new speed. Le set new speed appartient à l'objet ball. De fait, il faut spécifier qu'on prend la fonction qui appartient à l'objet, tout comme on prend les variables. Ici, on doit mettre un 10.set new speed x. Donc je reprends, je mémorise la direction. Donc en gros, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'il déplace vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas? Ici, je donne une nouvelle vitesse, mais la vitesse sera forcément positive, parce que je prends entre min et max. De fait, si la vitesse était positive précédemment, elle devient maintenant négative. Comment faire? Eh bien, je dis que la vitesse maintenant, c'est la vitesse que j'ai obtenue par random fois moins 1. Donc, j'inverse la vitesse. Donc, si la vitesse précédente était positive, grâce à ma petite fonction qui est ici, j'inverse la vitesse. Maintenant, elle devient négative. Et si la vitesse était négative, eh bien, automatiquement, la chose va se faire. Le signe va changer automatiquement parce qu'on prend une vitesse qui elle-même sera directement positive. Donc on a besoin uniquement de changer le signe si elle était à l'origine positive. D'accord? Donc j'ai une vitesse, j'ai une fonction qui permet de retourner, de renverser la vitesse selon les axes x, de retourner la vitesse selon les axes y. Vous êtes d'accord que pour l'instant, ma bille ou ma balle sera verrouillée à mon paddle. Quand je vais appuyer sur la touche espace, il faut que je dise à ma balle, ben c'est bon, maintenant, libère-toi. Allez, mets-toi en mouvement. Eh bien, j'ai appelé cette fonction start move. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, déjà, elle regarde l'état de la balle. Si la balle est dans un état lock, d'accord, elle est verrouillée, eh bien maintenant, on change l'état, on la passe en moving, et on lui donne une vitesse en x, y de façon aléatoire. Donc, je résume, on ne fera décoller la balle du paddle si et seulement si il est verrouillé. Hein, si la balle est en mouvement et si le joueur vient appuyer sur la touche espace, il ne doit rien se passer. D'accord? Donc pour éviter des touches, enfin que le joueur vienne actionner la touche espace alors que la balle est déjà en mouvement, on ne fera cette étape-ci si et seulement si la bille ou si la balle est verrouillée. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire du rendu. Donc, il faut que j'affiche mon image à l'écran. Eh bien, pour ça, je fais super.render, comme on a fait pour le paddle. Eh bien, ma balle va avoir besoin de bouger. D'accord? Eh bien, là, il y a deux états. Dans le update.dt, je rappelle que cette fonction va être appelée pour la mise en position x, y, dans la mise à jour de la position x, y de ma balle par rapport à sa vitesse, par rapport aux interactions dans le jeu. Donc, dans mon fonction update, j'ai donc deux états, donc le switch. En fonction de l'état de la balle, elle est soit locked, soit moving. D'accord? Imaginons qu'on soit au début du jeu. Donc, la balle est en état verrou, locked. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme je connais la position du paddle, car je l'ai reçu en argument, il suffit de dire que la position basse de la balle, c'est égal à la position haute du paddle. Donc la position bas de la balle, c'est égal à la position haute du paddle. C'est ce que je fais dans cette ligne-ci. Je fais quoi? 10, donc la balle, set bottom, position basse de la balle, égale, hein, parce que c'est une fonction set, on va lui passer un argument à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on prend? On prend 10.paddle, le paddle qui a été reçu en argument, d'accord, en référence, get top. Donc je récupère la position haute de mon paddle, et je la passe directement à la position basse de ma balle. Il faut que je centre ma balle par rapport au paddle. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Je prends 10.paddle get center x, donc je récupère la position x centre de mon paddle et je la passe à ma balle. Tout simplement. Donc, grâce au fait qu'on retienne en référence le paddle, on peut aller prendre des fonctions qui appartiennent au paddle, d'accord, et d'entre autres la position x, y, top, bottom, vitesse, etc. Donc ça, c'est une chose. Donc quand je suis dans un état de verrou, je vais positionner ma balle à chaque instant en position de mon paddle.
Mais à un moment donné, ma balle va bouger. Eh bien, si elle bouge, je suis maintenant dans un case moving, eh bien, je mets à jour via la fonction qui a hérité la balle en faisant super.update.dt. Et je lui passe le temps qui passe. D'accord? Bien, ma balle va bouger. Donc ça me permet de faire bouger ma balle. Maintenant, il faut que je regarde maintenant mes limites. Ma balle va taper en haut, va taper en bas, va taper sur le mur de gauche, de droite, etc. Donc il faut que je maîtrise ça. Ça ne se fera pas tout seul. Donc il faut que je crée des petites fonctions, des petits if, des petits else, pour dire voilà, s'il y a ça qui se passe, il faut faire ceci. S'il n'y a pas ça qui se passe, il faut faire cela. Donc les premières limites, c'est quoi? On va déjà regarder le mur en haut. Si on regarde que la position haute de la balle, hein, if this get top, donc on récupère la position haute. Je rappelle que la position haute, c'est par rapport au Y. Donc c'est le Y de la balle est tout en haut. Est négative, eh bien c'est qu'on sort de l'aire de jeu. Et pour éviter des choses un peu bizarroïdes quand la balle se déplace, il faut également que la vitesse soit négative. Il faut que la balle monte. D'accord? Donc quand la balle va monter via le x 10.dy négatif, on a une vitesse d'ascension. Donc si la balle monte et si la position haute devient négative, eh bien de fait, on a tapé le mur en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on reverse la vitesse en y. Donc on a une fonction qui dit set reverse speed y. Donc change la vitesse en y maintenant. Donc la balle maintenant va descendre. Donc elle est en train de monter, elle a tapé le mur en haut, elle va maintenant redescendre. Et je vais faire ceci pour les 4 coins. Si, maintenant je m'intéresse au côté gauche, si la vitesse est négative en x, donc il se déplace vers la gauche. Si la position à gauche, mais par rapport au x cette fois, si la position à gauche de la balle est négative, il vient de taper le mur à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait un set reverse speed x. On change la vitesse en x. Maintenant il va se diriger vers la droite. Regardons le mur de droite. Donc si ma vitesse, ici, hein, je suis ici, si ma vitesse est en x est positive, c'est que la balle se déplace vers la droite. Si la position get right, donc si la position à droite de ma balle est plus grande que la position maximale de ma canvas, c'est-à-dire que je dépasse l'aire de jeu à droite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reverse la vitesse en x. Et pour l'instant, on ne va pas regarder l'état perdu, on va juste faire rebondir la balle dans les 4 coins. Et maintenant, dernière étape, le côté en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Si la vitesse est en y est positive, et si le get bottom est plus grand que la hauteur de ma fenêtre maximale, eh bien, je viens de taper en bas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais set, reverse, y, hop, la balle va remonter. Donc, vous voyez, grâce à ces deux états, locked, moving, locked, on bloque la balle sur le paddle, on ne bouge pas. Si on va vers la gauche, la balle se déplacera parce qu'elle va obtenir ici la position ici de mon paddle et de fait, elle bougera avec lui. Et quand on appuiera sur la touche, eh bien, on va libérer la balle, donc on va faire un moving et la balle va se mouvoir et on va pouvoir détecter si on a tapé en haut, si on a tapé à gauche, en bas, etc. D'accord? Bien, mais il faut que la balle... D'accord, après on verra le calcul. Mais il faut que la balle se déplace. Donc de fait, il faut que je crée une balle et que j'ai une interaction avec la balle. Alors où va-t-on faire ceci? Eh bien dans le stage qui va bien. Donc on va dans le stage.js. On va prendre ici le playstage, d'accord? Donc au préalable, on avait créé un paddle. On avait centré le paddle en X et on avait mis à 50 pixels du bas. Et bien maintenant, on va créer une balle. Donc dans le playstage, un nouvel objet apparaît. Cet objet s'appelle ball. On la met dans la variable playstage en faisant this.ball. Et c'est quoi this.ball? Eh bien c'est un new ball avec un grand B. Et on lui spécifie directement en argument ici la référence de notre paddle ici. D'accord? Donc le paddle ici va arriver là. Bien. Eh bien, on va mettre à jour maintenant les objets. On a mis à jour l'update pour le paddle. On met à jour maintenant pour la balle. D'accord? Donc l'update, donc on rentre dans la fonction update de la balle et on regarde en fonction de l'état, est-ce que tu es en bloqué, est-ce que tu es en moving, d'accord? Et maintenant, on va libérer la balle. Donc vous vous souvenez, à gauche, donc on avait fait unginput isKeyPressed grâce à ma petite fonction ginput. Et bien là, on va regarder l'état de la touche espace. Donc le keycode de la touche espace est 32. Donc qu'est-ce que je fais? Si j'obtiens ginput isKeyPressed 32, ça veut dire quoi? Le joueur a actionné la touche barre. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis à la balle, mets-toi en mouvement maintenant, this.ball.startMove. Donc la balle va passer de son état locked à son état moving.
Et bien sûr, la balle doit afficher à l'écran, de s'afficher à l'écran, de faire le PlayStage va appeler de façon successive le this.ball.render. D'accord les amis? Si je ne me suis pas trompé dans le petit programme, on va avoir un paddle qui va se déplacer. Au-dessus, on va avoir une balle. Cette balle est verrouillée au paddle. Et quand je vais appuyer sur la touche espace, la balle va se libérer et elle va cogner dans les 4 murs de mon espace de jeu. Regardons ceci. Donc, CTRL S. On passe maintenant dans l'aire de jeu. Voilà l'aire de jeu. Je vais vers la gauche. Donc, vous remarquez que la balle est bien verrouillée au paddle. D'accord? Je ne peux pas dépasser le côté gauche. Je ne peux pas dépasser le côté droit. Et si vous voulez afficher le rectangle de collision de la balle, eh bien c'est très simple. Vous allez dans le Actors et dans le render de la balle, il suffit d'appeler la fonction membre du papa et de la maman qui s'appelle render debug. CTRL S. Donc maintenant vous allez avoir le rectangle de collision de la balle. Mais il y a un problème. Le rectangle de collision, il n'est pas aligné avec la balle. Ben non, parce que le rectangle de collision, pour l'instant, on l'a mis un peu n'importe où. Parce que là, on ne fait pas des updates par rapport au rectangle de collision. On ne fait que des updates si et seulement si la balle est en mouvement. Mais est-ce que c'est grave que le rectangle de collision ne soit pas aligné avec la balle? Ben non, parce que je n'ai pas actionné la touche. Donc quand je vais actionner la touche espace, là oui on va faire des updates, là oui on mettra à jour le rectangle de collision. Et bien là les choses vont se mettre en place tout seul. Donc le rectangle, alors je repasse ici, donc je clique là pour avoir accès à la souris, au clavier, donc gauche, droite, vous voyez, donc le rectangle de collision ne change pas. Par contre, si je fais, voilà, la barre espace, donc maintenant le rectangle de collision est en adéquation maintenant avec la balle. Donc on a bien une collision qui se fait de façon aléatoire, donc il change la vitesse en X et en Y à chaque collision, à chaque rencontre du mur si vous préférez. Bien, parfait. Donc première étape, on ne passe à l'étape suivante que si et seulement si vous avez cette étape-ci, d'accord? Donc la prochaine étape c'est quoi? Eh bien c'est d'interagir maintenant le paddle et la balle. Mais avant, on va mettre en œuvre le fait que lorsque la balle rencontre la partie basse de ma fenêtre, comme ici, hop, qu'elle revienne directement sur mon paddle et que je relance la chose, d'accord? Alors on va donc, chaque fois que la balle rencontre le niveau bas, il doit changer d'état, il doit passer en état locked. Donc on va retourner dans Visual Studio Code, voilà, on retourne ici, on retourne dans la balle, on va aller voir à quel moment on détecte les murs ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? If dead get button, donc je récupère le côté bas. S'il est plus grand que la hauteur de mon canvas et que la vitesse est positive, d'accord, donc il est vers le bas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est qu'on a touché. Donc, est-ce que je renvoie la vitesse positive, négative? Bon, on n'a plus besoin maintenant de faire ça. On n'a plus besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en état locked. De fait, au prochain frame, il verra qu'il est en état locked. Au l'update suivant, comme il est locked, il se mettra automatiquement ici, sur la position qui va bien. Donc vous voyez, un simple changement d'état fait que la balle change d'état et repasse maintenant en état locked. Donc je refais les amis, je détecte donc quand la balle touche le bas de ma fenêtre, quand elle touche le bas de ma fenêtre, je n'ai plus besoin de le renvoyer vers le haut, je le passe en état locked. Et de fait, elle doit maintenant se verrouiller toute seule. Regardons si ça marche. CTRL S. Retournons sur notre menu qui va bien. Donc je clique là pour avoir accès à la souris, au clavier, voilà. Donc on va rafraîchir pour que ce soit bien clair pour tout le monde, voilà. Donc je me déplace, je libère la balle. Donc la balle va se déplacer. Pour l'instant, il n'y a pas d'interaction entre entre le paddle et la balle. Et le rectangle de collision reste à la dernière position de la balle, parce qu'il n'y a pas de mise à jour. On a de mise à jour seulement si on a un moving. Donc on met une mise à jour de la balle, du rectangle de collision. Il n'arrive ni une mise à jour que si je suis en état moving. Je suis passé en état locked, la balle maintenant est lockée, elle est verrouillée à mon paddle. Et quand je appuie à nouveau sur la touche espace, la balle maintenant repart vers le haut. D'accord? Alors ce qu'on peut faire, on pourrait mettre un petit son. On va voir comment faire pour faire la gestion des sons. On va mettre un petit son ici pour faire apparaître la balle en état locked avec une petite animation sonore. Pour ça, les amis, si on veut faire du son, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la bibliothèque et on cherche sound. Donc on va ici dans la bibliothèque et j'ai tapé sound, tout simplement. Je vais le refaire. Je tapais sound.
il me propose plein de petites choses, et entre autres le P5.100. Je clique dessus, et il y a énormément de petites fonctions pour faire du son, d'accord? Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette fonction-ci. Alors, on avait chargé dans la fonction preload, donc la fonction preload, je vous rappelle, ça permet de mettre en mémoire les assets, si vous préférez. Il y avait une fonction qui c'était load image. Et bien ici, on a une fonction qui s'appelle load sound, tout simplement. Donc on va mettre en mémoire un son. On va la mettre en mémoire où, d'après vous? Eh bien dans un objet littéral. Et vous spécifiez bien sûr le chemin d'accès à ce fameux son. Donc on a des OGG, du MP3, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Les sound formats, c'est du MP3 ou de l'OGG. Donc si vous avez un son un peu particulier, vous trouverez sur le net des petits logiciels pour transformer le son OGG en MP3 ou des waves en MP3, etc. D'accord? Bien. Et pour jouer un son, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fonction qui s'appelle play. Et vous voyez qu'on peut changer le niveau sonore en faisant mySon, donc la variable son, set volume 0,1. Donc on met 10% de volume. Ça va de 0 à 1. Donc 0, 0%, 1, 100% de volume. Donc au maximum. On peut jouer sur le volume sonore. Et pour jouer un son, il suffira faire play. Vous voyez, c'est hyper simple. Donc on va dans notre projet ici, on va ouvrir le sketch.js. On avait créé un objet littéral qui s'appelle gsounds. D'accord? On va créer notre premier sounds. Donc dans les assets, dans sounds, je pense que vous allez trouver un son qui s'appelle bow spawn, donc apparition de la balle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans la fonction preload, ça on en parle un petit peu après, hein. Dans la fonction preload, on va faire gsound, donc on va mettre dans l'objet littéral un son, et on lui donne pour clé spawn. Donc vous pouvez mettre son 1, son 2, son 3, c'est vous qui décidez le nom de la clé. Donc ici ma clé s'appelle spawn. Et je fais load sound, je lui donne le chemin pour accéder au fameux son. Donc load sound, assets, sounds avec un S, ball, spawn.gg. À demeure, j'ai maintenant dans gsounds un son qui fait le son qui va apparaître quand la balle. Eh bien, comment faire pour apparaître le son? C'est très simple. Vous êtes dans Actors. Attention, il faut que les sons soient préchargés, d'accord? Donc il y a deux petites fonctions qu'on va utiliser très très souvent. Cette fonction c'est gsounds, donc je vais prendre le son qui est en mémoire, qui s'appelle spawn, point, donc maintenant j'ai l'objet ici. Donc stop c'est pour arrêter le son, et play c'est pour jouer le son. Donc moi je fais toujours des stops, parce que si le son est en train de jouer et qu'il y a une action qui arrive, eh bien au lieu d'avoir des sons un peu bizarroïdes, je fais arrête-toi et rejoue, d'accord? Mais si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'interaction, il suffit de ça, simplement, ici, play. D'accord? Donc si tout se passe bien, donc là, la balle, lorsqu'elle va rencontrer le mur en bas, va faire un son et va se mettre en position verrou par rapport au paddle. Regardons ceci. Donc CTRL S, je retourne dans mon navigateur, je rappelle ici ma fenêtre, je fais un coup de rafraîchi. Voilà, donc je me déplace, j'appuie sur la touche, la balle se libère. Et quand elle va rencontrer le bas, écoutez bien, on a eu un son. Et la balle s'est mise au bon endroit. D'accord? Donc vous voyez, c'est très simple les sons. En pied dernier, voilà, la balle rebondit. Et quand elle va rencontrer le bas, un petit son, et c'est reparti. Prochaine étape maintenant, c'est la collision entre le paddle et la balle. Alors, pour rendre les choses un petit peu plus compliquées, on va faire de telle sorte que la balle, l'angle d'incidence, donc le retour de rebond, c'est l'angle de rebond par rapport au paddle, soit fonction de la position de la balle par rapport au paddle. Je m'entends. Je vous fais un petit dessin parce que c'est pas forcément clair. Donc reprenons les choses. Vous avez ici le paddle, d'accord? Donc le paddle arrive. La balle, arrivant vers le haut, va arriver sur le paddle, donc rencontrer le paddle. On pourrait calculer la position entre le centre du paddle et la position X de la balle. Donc la position X de la balle, c'est celle-ci, d'accord? Donc je peux calculer un certain delta X. Je connais le paddle, donc je connais la position centrale du paddle, je connais la balle, parce que la balle se connaît elle-même, hein, donc elle connaît sa position X, Y. Donc il est très simple d'avoir un certain delta X entre la position de mon paddle et la position de ma balle. Mon paddle a une largeur divisée par 2 ici, et une largeur divisée par 2. Donc le 0, 0 est ici, donc on est X dans ce sens-là. Ce que je vais faire, je vais dire que l'angle de retour va être fonction de l'endroit de rencontre entre la balle et le paddle. C'est-à-dire, si la balle rencontre à peu près le paddle au milieu, au centre, on renvoie un angle de pi sur 2, donc 90 degrés.
Si la balle rencontre le paddle, mais très à droite, on mettra un angle de pi sur 8. Et si la balle rencontre le paddle, mais très à gauche, on mettra un angle d'incidence, de retour, si vous préférez, de rebond, de 7 pi sur 8. Donc on va faire varier l'angle en fonction de l'endroit où la balle rencontre le paddle. Hein, ça donne un petit peu des animations plus sympathiques que simplement le fait de reprendre l'angle d'aller. Donc je fais un petit dessin. Donc l'angle qu'on doit calculer est fonction de la delta x. Donc si j'ai un delta x égal à moins largeur divisé par 2, j'ai un angle de 7 pi sur 8. Si j'ai un delta x égal à w sur 2, donc je suis complètement à droite de mon paddle, je mettrai pi sur 8. Je bloquerai les angles au-delà jusqu'à 7 pi sur 8 et je bloquerai les angles au-dessous de pi sur 8. Et si le delta x est quasiment nul, je mets un angle de pi sur 2. D'accord? Eh bien, on va programmer ça en JavaScript. On y va. Alors, qui doit obtenir ces fonctions? Eh bien, la balle, c'est elle qui va rencontrer le paddle, d'accord? Donc, c'est elle qui va être l'origine de calcul l'angle. Donc, je me suis fait une petite fonction qui calcule l'angle. Alors, on y va vite fait. Elle n'est pas très difficile, hein, vous êtes des gens très intelligents, vous allez comprendre assez vite. Tout d'abord, je vais calculer le module actuel de la vitesse. Donc, la balle se déplace, soit vers le bas, se déplace vers le bas principalement, mais je connais la vitesse en x, je connais la vitesse en y. De fait, je connais les composants du vecteur vitesse en x et y. Eh bien, je vais faire la racine carrée, donc ça vous avez vu sur l'école, hein, je fais racine carrée de la vitesse au carré plus en x plus la vitesse en y au carré. Donc je fais racine carrée de dx au carré plus dy au carré. Ce que je fais, j'obtiens quoi? Le module de la vitesse. D'accord? Je calcule le delta x. Alors, comment calculer le delta x? Alors, ce sont des variables locales. Hein. Comment je calcule le delta x? Eh bien, c'est très simple. Donc, je suis dans cette ligne-ci. Hein. Je calcule le delta x comment? Je regarde la position de la balle, x, moins 10.paddle get center x. Oui, parce que la balle connaît le paddle. Du fait, connaissant le paddle, elle connaît la position centrale en x du paddle. Donc, je calcule le delta x en faisant ta position, ma position vis-à-vis de la balle, hein, ma position x moins la position du paddle par rapport au centre. Et j'ai une petite fonction qui n'est simplement que l'équation de la droite qu'on a vue précédemment, donc celle-ci. D'accord? Donc c'est quoi? Eh bien l'angle c'est quoi? C'est moins 3 pi sur 4 fois la largeur du paddle fois delta x plus pi sur 8. Donc là je vous laisse faire le petit calcul, hein. Vous vérifierez que vous avez bien l'équation. Si l'angle est plus grand que 7 pi sur 8, on bloque l'angle à 7 pi sur 8, on ne sait jamais. Si l'angle est plus petit que pi sur 8, eh bien on bloque l'angle à pi sur 8. Donc j'ai calculé le module de la vitesse. En ayant le module de la vitesse, j'ai aussi calculé l'angle d'incidence par rapport à delta x. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mon module et de mon angle? Eh bien, je vais à nouveau recalculer un nouveau delta x, un dx, pardon, et un nouveau dy. Comment? En faisant module de la vitesse, c'est le cosinus de l'angle, d'accord? Et le module dy, moi je veux que la balle remonte, donc je fais moins module vitesse, sinus. Donc je tiens l'angle, ici. J'obtiens le module ici, je recalcule deux nouvelles vitesses en x et y en faisant module vitesse fois cos de l'angle, et moins module vitesse que la vitesse doit être vers le haut, donc négative, sinus de l'angle. Attention, les angles sont en radians. Eh bien, grâce à ce calcul angle, j'ai calculé l'angle d'incidence par rapport à mon paddle. Alors déjà, on va traiter l'information collider paddle. D'accord? Alors, le collider paddle, on va le mettre ici, on va le mettre où? On va le mettre ici. Donc la balle bouge, d'accord? On va regarder s'il y a une collision entre la balle et le paddle. Alors comment connaître la position, enfin comment connaître la collision entre la balle et le paddle? Chaque objet, la balle et le paddle, possèdent des rectangles de collision. Donc il suffit de prendre dans la bibliothèque GameEngine.js la fonction de collision qui s'appelle collides. Donc si on va appeler la fonction collider paddle avec des petites parenthèses qui vont bien. Donc 10.collidePaddle. Bah, il était là. Hein. Je suis en train de taper les choses qui existent déjà en bas. Voilà. On appelle cette fonction-là, CTRL S. On va descendre, on va descendre, on va descendre, et on a collidePaddle. Donc, si la 10.collide, donc si la balle, on parle de la balle actuellement, si la balle est en collision avec le paddle, c'est ça que ça veut dire. If 10, donc son propre objet, la balle, si la balle est en collision avec qui? Avec le paddle. If 10 collides, donc si la balle est en collision avec le paddle. Et, pour éviter les petits soucis au niveau interaction, on ne sait jamais, il faut que la balle soit
descendante, d'accord? Il faut que le dy soit positif. Donc si la balle descend, et si elle est en collision avec le paddle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour l'instant, on va afficher dans la console collide. Voilà, on va déjà, avant de faire le calcul d'angle, on va regarder s'il y a bien collision entre la balle et le paddle. Donc, grâce à ma petite fonction collide paddle, que j'appelle au-dessus dans le update ici, donc elle se met en mouvement, et elle regarde à chaque instant si elle bouge, et elle va regarder à chaque instant qu'il y a bien une collision entre le paddle. Regardons bien. CTRL S, retournons dans le navigateur, on va rafraîchir, voilà, pour que ce soit bien clair. Voilà. On fait bouger la balle, donc le paddle. On fait bouger maintenant la balle toute seule en faisant Start Move. Et vous avez vu à gauche, ou pardon à droite, il y a un colis qui est apparu. Donc on va mettre ici, on va effacer ça. Et on va se mettre de telle sorte que on le voit mieux. Donc on va se mettre ici. Et maintenant je vais m'arranger pour qu'il y ait bien une collision entre la balle. Vous voyez, donc il est apparu 20 collisions ici. Maintenant, je suis capable de utiliser ma fonction set angle. Je retourne dans Visual Studio Code. Donc j'ai bien le colis qui se produit bien. J'ai bien le console.log qui apparaît. Donc je suis ici maintenant. Donc ça, maintenant, je peux le commenter et appeler ma fonction this.calculangle. Donc quand il y a collision, on va appeler la fonction de calcul angle qui elle-même va calculer une vitesse x et y qui va faire que ma balle va rebondir sur mon paddle avec une direction qui sera fonction de la position de collision. Donc CTRL S, retournons maintenant dans le navigateur, on va rafraîchir la page pour que c'est bien conscient que c'est bien le programme qui tourne. J'enlève la petite souris pour qu'on la voit mieux. Donc ici, je fais bouger mon petit paddle. Je fais bosser. Voilà. Et maintenant, si je vais m'arranger, donc je vais faire bouger maintenant, mais la balle... Alors, plus je me mets au centre, plus l'angle est de 90 degrés. Donc, vous voyez. Et je vais m'arranger pour que la taper à l'extrême. Donc, si je tape ici, l'angle est à peu près de 7 pi sur 8. Et si je viens par ici, l'angle sera plus ou moins grand. D'accord? Donc, je vais essayer de taper... Ah, il faut qu'il vienne par là. Bon, ça va pas être facile. Mais vous avez compris la chose. Alors, on va essayer de... Voilà. Bien. Et bien, la prochaine étape, les amis, c'est de gérer les blocs. Merci de votre écoute et à très bientôt.